L'astucieuse fille du paysan. Il était une fois un paysan qui ne pouvait ouvrir la bouche sans se vanter. Le bonhomme prétendait qu'il cultivait les meilleurs produits, que sa femme cuisinait les plats les plus fins et que son chat pouvait attraper des centaines de souris par jour. Mais il clamait surtout les mérites de sa fille. Un matin, le serviteur du roi vint lui acheter des pommes de terre pour la cuisine royale. « Sais-tu, lui dit le paysan, que ma fille n'est pas seulement la plus belle fille du royaume, elle en est aussi la plus intelligente. Elle est même si astucieuse qu'elle peut changer la paille en or en la filant comme de la laine. » Or, justement, le roi de ce pays aimait beaucoup l'or, et son valet le savait. Aussi s'empressa-t-il le soir de répéter à son maître les paroles du paysan. « C'est stupide, déclara le roi. Ce ne sont que des balivernes. Je lui apprendrai, moi, à cet homme, à raconter de pareils mensonges. Fais immédiatement chercher sa fille. Nous verrons bien si, en filant la paille, elle peut en tirer de l'or. » Lorsque la fille du paysan arriva au palais, le roi la conduisit dans le cellier. Là, dans un coin de la pièce, se trouvait un rouet, un tabouret et un tas de paille. « Ton père affirme que tu changes la paille en or en la filant comme de la laine, » dit le roi. « Eh bien, mets-toi au travail. Si demain matin, tu n'as pas transformé cette paille, je jetterai ton père en prison. » La pauvre fille n'eut pas le temps de protester. Le roi était déjà sorti du cellier en fermant la porte à double tour. Elle fondit aussitôt en larmes. « Mais je ne peux pas changer la paille en or, » gémit-elle. « Personne ne le peut. »« Si, moi, » fit une petite voix. Surprise, la jeune fille releva la tête. Devant elle se tenait un étrange petit homme. Jamais elle n'avait rencontré un personnage aussi comique. Il était à peine plus grand qu'un nain, avec des oreilles pointues, un nez rose et une grande barbe soyeuse. Il était vêtu d'un pantalon vert, d'une veste rouge et portait un chapeau trop large, orné d'une très longue plume d'autruche. « Tu peux ?» bredouilla la fille du paysan. « Et comment fais-tu ?»« Peu importe comment, je peux, c'est tout, » répliqua le petit homme. « Mais dis-moi, que me donneras-tu en échange si je transforme cette paille en or ?»« Oh, ce que tu voudras, » répondit la jeune fille. « Ton joli bracelet ?» suggéra le petit homme. « Oui, certainement, » promit la jeune fille. Alors, le petit homme s'assit sur le tabouret et se mit à filer. En quelques minutes, il changea le tas de paille en des centaines de bobines d'or pur. « Et maintenant, donne-moi ton joli bracelet, » dit-il en se levant. La jeune fille lui tendit l'objet en le remerciant vivement. « Ce n'est rien, heureux de te servir, » lui répondit l'étrange petit personnage qui disparut comme il était venu. Au lever du soleil, le roi revint. Il ne put en croire ses yeux. L'or était bel et bien là. Mais il eut envie d'en avoir encore plus. Et, au lieu de remercier la jeune fille, il la garda prisonnière. Il la conduisit dans une grande pièce. Dans un coin se dressait un tas de paille plus haut que le précédent. À côté étaient disposés un tabouret et un rouet. « File cette paille et change-la en or, » ordonna-t-il. « Et mets-toi vite au travail, car il faut que cela soit fait pour demain matin. » Et il referma la porte à double tour. Aussitôt, la malheureuse éclata en pleurs. « Oh, que puis-je faire? Si seulement ce petit homme pouvait revenir. »« Ne crains rien, me revoilà, » fit une petite voix. La jeune fille fut si soulagée de voir apparaître le nain que ses larmes séchèrent d'un seul coup. « Cette fois, que me donneras-tu si je change toute cette paille en or ?» reprit le nain sur un ton moqueur. « Oh, tout ce que tu voudras !» offrit la jeune fille. « Ton anneau d'argent ?» demanda le petit homme. « Pourquoi pas ?» fit la jeune fille.
Le drôle de petit homme sauta alors sur le tabouret et il se mit à filer. En quelques heures, plus de 1000 bobines de fil d'or se trouvaient rangées contre le mur. « Maintenant, donne-moi ton anneau d'argent » réclama-t-il en se levant. « Il appartenait à ma mère, mais je te le laisse de bon cœur » dit la jeune fille en le remerciant chaleureusement. « Ce n'est rien, heureux de te servir » dit le petit homme qui, comme la veille, disparut en un instant. Le lendemain matin, quand le roi entra dans la chambre, il resta muet de stupeur. Il y avait là tant d'or. Non, il ne pouvait laisser partir la jeune fille avant qu'elle n'ait fait de lui le roi le plus riche du monde. Il emmena la fille du paysan dans la pièce la plus vaste que celle-ci eût jamais vue. Elle était bourrée de paille depuis le sol jusqu'au plafond, à l'exception d'un tout petit coin où se trouvaient disposés un rouet et un tabouret. « Si tu changes tout cela en or avant le lever du soleil, je t'épouserai, » fit le roi. « Mais si tu n'y parviens pas, je te garderai enfermé jusqu'à la fin de tes jours. » « Aurais-je autant de chance cette fois ?» s'inquiéta la fille du paysan dès qu'il fut sorti. « Non, le petit homme ne me retrouvera jamais. »« Ne sois donc pas si craintive, » dit une petite voix. « Je suis là. Mais que me donneras-tu si je file pour toi toute cette paille et que je la change en or? Que me donneras-tu si tu deviens reine? »« Oh, tout ce que tu voudras !» s'écria la jeune fille. « Hélas, il ne me reste plus rien que tu puisses désirer. »« Je trouverai bien quelque chose, » assura le nain, qui sauta sur le tabouret et travailla plus vite que jamais. À l'aube, il filait sa dernière bobine. Toute la paille s'était transformée en or. La fille du paysan le remercia encore et encore. « Pour ma récompense, tu me donneras ton fils premier-né, » ricana alors le nain. Et avant qu'elle ait pu dire un mot, il disparut. Au lever du soleil, le roi ouvrit la porte. Tout l'or qu'il avait voulu était devant lui. « C'est étonnant, c'est fantastique !» s'exclama-t-il. « Tout ce que ton père avait dit était donc vrai. Ma foi, je vais t'épouser. » Une semaine plus tard, on célébra les noces au château et la fille du paysan devint reine. Elle était si heureuse qu'elle en oublia le drôle de petit homme et la promesse qu'elle lui avait faite. Elle n'y pensa même pas lorsqu'elle donna naissance à son fils premier-né. Mais un jour, alors qu'elle était assise avec son bébé dans les bras, le petit homme refit son apparition. « Je suis venu chercher mon dû » cria-t-il. « Je viens prendre ton fils. »« Non, je t'en supplie, » protesta la jeune reine. « Tu peux tout emporter, ma couronne, mon château, tout, mais pas mon enfant. »« Ainsi, tu refuses de tenir ta parole, » dit le nain. « Je vais donc devoir t'y obliger. À moins que tu ne devines mon nom. »« Ton nom ?» s'effara la reine. « Oui, mon nom, » insista le nain. « Tu auras droit à plusieurs réponses. Mais attention, si tu ne trouves pas d'ici 3 jours, ton enfant sera à moi. » Et il disparut. Épouvantée, la fille du paysan se mit à réfléchir, et l'amour maternel lui donna enfin de l'astuce. Elle fit venir son serviteur le plus fidèle, et le chargea de parcourir le royaume en dressant la liste de tous les noms qu'il y entendrait. De son côté, elle étudia tous les livres de la bibliothèque royale, et lorsque le petit homme revint le lendemain, elle interrogea. « T'appelles-tu Ferdinand? Ou bien Balthazar? Dagobert? Ou bien Isambard? Gaspard? Isodore? Ou bien Timothée ?» Mais à chaque fois, le petit homme secouait la tête. « Non, 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 ce n'est pas cela. Il te faut chercher encore. »
Le deuxième jour, la reine dressa la liste de tous les surnoms étranges que portaient généralement les lutins, et dès que le petit homme parut, elle lui dit « Te nommes-tu Pirouette ou Chien boiteux? Ou Barbichou? Ou Balibou? Ou Turlututu ?»« Non, 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 ce n'est pas cela !» ricanait le bonhomme. « Demain, il te faudra trouver mieux, car n'oublie pas, ce sera ma dernière visite. » La jeune reine était au désespoir. Que pouvait-elle encore faire? Elle avait tout essayé. Elle se prit la tête dans les mains et pensa très fort. Et l'amour pour son fils de nouveau lui donna de l'astuce. Elle manda Derechef, son fidèle serviteur, et lui ordonna d'écouter aux portes et aux fenêtres de toutes les habitations de son royaume. Le serviteur revint tout content. « J'ai parcouru tout le pays pour vous, Majesté, lui dit-il. Et je désespérais de vous aider lorsqu'au détour d'un chemin, j'ai soudain découvert une petite maison. Devant elle brûlait un grand feu, et un curieux petit homme sautait et dansait autour en chantant avec une joie féroce. « Ma belle reine, je te tiens! Demain, ton fils sera mien. Les larmes seront ton lot, et moi, j'aurai le marmot, à moins que tu ne devines le nom de Roule-Bobine !» La reine poussa un énorme soupir de soulagement. Elle remercia 1000 fois son serviteur et lui offrit un anneau d'or. Et lorsque le nain parut, le 3e soir, elle lui dit en souriant « Ton nom est-il Mathieu ou Marc? Ou Luc? Ou Jean? Serait-ce Guillaume? Ou bien Pierre? Nicolas ou Philippe? Non, 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 ce n'est pas cela. Tant pis, nous sommes le 3e jour. Peut-être est-ce Paul, ou bien Didier, ou peut-être Roule-Bobine, lança brusquement la reine. Le bonhomme poussa un cri perçant. C'est le diable qui te l'a dit! Et fou de colère, il tapa des pieds si fort qu'il passa à travers le plancher. On ne le revit plus jamais. Et la jeune reine, devenue astucieuse, comme le prétendait son père, employa désormais son intelligence à faire le plus grand bonheur de tous. Monsieur Croquenfant. Le jeune Thomas était la plupart du temps un bon petit garçon. Mais à certains moments, il se conduisait comme un méchant garnement. Sa maman lui disait alors « Thomas, sois gentil, ne te sauve pas dans la rue. Si tu tournes le coin, Monsieur Croquenfant va te prendre dans son sac. » Mais Thomas continuait à sortir sans permission ou à faire d'autres bêtises. Si bien qu'un jour, comme prévu, Monsieur Croquenfant l'attrapa. Il le fourra la tête en bas dans son sac et l'emporta dans sa maison. Quand Monsieur Croquenfant arriva chez lui, il sortit Thomas du sac, l'assit à terre et lui tâta les bras et les jambes. « Tu m'as l'air plutôt coriace, dit-il, mais je n'ai rien d'autre à manger pour mon dîner. Quand je t'aurai fait cuire, tu n'auras pas trop mauvais goût. Mais que je suis sot, j'ai oublié les fines herbes. Rose, viens donc ici. » Son épouse apparut et demanda « Que désires-tu, mon homme ?»« Eh bien, dit Monsieur Croquenfant, j'ai trouvé un petit garçon pour le dîner, mais j'ai oublié les fines herbes. Surveille-le, je t'en prie, pendant que je m'en vais en chercher. »« Avec plaisir, mon homme, » répondit Madame Croquenfant. Dès qu'il fut parti, Thomas demanda « Monsieur Croquenfant, consomme-t-il toujours des petits garçons pour son dîner ?»« Oui, chaque fois qu'il y en a d'assez désobéissants pour venir se mettre sur son chemin, » expliqua la femme. « Vous ne mangez donc rien d'autre que du petit garçon? Jamais de dessert? » Hélas, soupira avec envie Madame Croquenfant, il est rare que mon mari m'en apporte. Ma mère en a justement préparé un aujourd'hui, mentit Thomas.
Je suis sûr qu'elle acceptera de vous en donner un peu. Puis-je aller en chercher? Quel gentil petit garçon tu es. Vas-y, mais attention, reviens à temps pour le dîner. Aussitôt, Thomas s'échappa, heureux de s'en être tiré à si bon compte. Pendant des jours et des jours, il se montra aussi obéissant que possible. Jamais plus il ne tournait le coin de la rue sans permission. Mais il est bien difficile de rester aussi parfait. Un jour, Thomas désobéit de nouveau et, malheureusement pour lui, Monsieur Croque-Enfant passait justement par là. Il le saisit, l'enfourna dans son sac et le jeta sur son épaule. Une fois chez lui, Monsieur Croque-Enfant sortit le jeune garçon du sac et le reconnut aussitôt. « Ah, c'est toi le galopin qui m'a laissé sans dîner le mois dernier. Pas question de recommencer. Viens ici et mets-toi sous le canapé. Moi, je vais m'asseoir dessus en attendant que l'eau chauffe dans la marmite. Ensuite, je t'y plongerai. Cette fois, mon garçon, tu ne pourras plus m'échapper. » Le pauvre Thomas dut ramper sous le canapé sur lequel son geôlier s'assit. Ils attendirent et attendirent, mais la marmite était fort pleine et l'eau mettait beaucoup de temps à chauffer. Bientôt, Monsieur Croque-Enfant perdit patience. « Hé, toi là-dessous, dit-il, j'en ai assez d'attendre. Tends-moi une jambe. Elle cuira déjà, même si l'eau ne bout pas tout à fait. Je la grignoterai avec appétit pour commencer. » Thomas dut bien s'exécuter. Monsieur Croque-Enfant lui trancha la jambe avec une hache et la plongea dans la marmite. Peu après, il passa dans la pièce voisine pour chercher sa femme. Thomas en profita pour ramper hors de sa prison et s'échapper, car, au lieu de donner sa jambe à Monsieur Croque-Enfant, il avait tendu le pied du canapé. Thomas courut chez lui à en perdre haleine. Et il ne franchit plus le coin de la rue jusqu'au jour où il fut assez grand pour sortir seul. Le concours de pâté en croûte. Il était une fois un très gros roi qui s'appelait Glouton. Il était si goulu qu'il avait engagé 13 cuisiniers, un chef surnommé Pâte Feuilletée et une douzaine de marmitons. Les assistants du dit Pâte Feuilletée étaient de très bons gars de sauce, capables de confectionner des pâtés, des timbales et toutes sortes de pâtisseries, aussi délicieuses que belles à voir. Mais ils étaient de taille et d'aspect aussi variés que les plats qu'ils cuisinaient. Alors que Pâte Feuilletée était large et haut comme une pièce montée, les 12 marmitons étaient de plus en plus petits, telle une série de moules à gâteau. Le dernier de tous se nommait Petit Four. Il était si minuscule qu'on eût pu le cacher dans un pâté. Les autres cuisiniers ne se montraient guère gentils pour lui. « Que tu es petit !» se moquait Pâte Feuilletée. « Un jour, tu finiras dans le four, méfie-toi !» À longueur d'année, les marmitons se gaussaient ainsi du malheureux qui ne disait rien, mais souffrait beaucoup de leur méchanceté. « Tôt ou tard, ils verront bien, » se promettait-il en pétrissant la pâte de ses tout petits bras. « Je leur montrerai que je vaux autant qu'eux. » Un jour, le roi Glouton reçut une lettre qui le rendit fou furieux. Son visage vira au violet, et il hurla encore plus fort que de coutume. « Où donc sont mes serviteurs ?» Sucre et Sel arrivèrent aussitôt. « Vous connaissez mon grand rival, le roi Bouf-Bouf !» rugit Glouton. « Oui, Majesté. »« Et savez-vous ce qu'il prépare ?» insista le roi. « Non, Majesté. »« Imbécile !» vociféra Glouton. « Lisez cette lettre. Bouf-Bouf nous assure que son maître Queue, vol au vent, réussit les meilleurs pâtés du monde. Il les prétend même supérieurs aux nôtres, et il nous lance un défi. »« Mais quel genre de défi, Majesté ?» demandèrent Sucre et Sel. « Idiot !
Faites-vous exprès de ne pas comprendre, glapit le roi Glouton, en administrant une telle gifle à ses deux serviteurs que leurs têtes tournèrent dans tous les sens. Un concours de cuisine, bien sûr. Celui qui réussira le plus beau pâté en croûte sera le gagnant. À présent, allez chercher Pâte Feuilletée et soyez prêts à lui obéir. Le chef apprit la nouvelle avec une extrême inquiétude. « Mets-toi au travail immédiatement !» lui ordonna le roi. « Vol-au-Vent et ses hommes apporteront leur pâté ici dans 1 semaine. »« 1 semaine, majesté !» s'exclama le chef. Glouton posa sa grosse main grasse sur l'épaule de son cuisinier et répéta avec un sourire cruel « Oui, 1 semaine, Pâte Feuilletée. Et si toi et tes hommes vous perdez, vous aurez tous la tête tranchée. Est-ce bien compris ?» Pâte Feuilletée se précipita dans les cuisines pour annoncer à ses marmitons la terrible nouvelle. Ceux-ci en furent épouvantés. Le pauvre petit four était le plus inquiet de tous, mais, comme toujours, personne ne se souciait de lui. Bientôt, les cuisines retentirent du tintement des cuillères, du bruit des assiettes et du choc des rouleaux à tarte sur la pâte. On alluma l'immense four qui rougeoya jour et nuit. Plusieurs cuisiniers imaginèrent des pâtés en forme de tour et d'autres en forme d'animaux ou de navires. Seul Petit Four cuisina un petit pâté rond, très ordinaire, dans un petit plat blanc tout simple. Pâte Feuilletée eût été furieux s'il s'en était aperçu. Enfin, le roi Bouf-Bouf et ses cuisiniers arrivèrent au palais dans une grande charrette et déchargèrent leur magnifique pâté sur l'une des 2 longues tables installées dans la cour. Quel étonnant spectacle! Il y avait là des pâtés de poisson, des pâtés de viande, des pâtés de légumes, ainsi que des pâtés aux fruits. L'un d'eux représentait un château et un autre, un dragon. On y remarquait aussi un grand carrosse et un superbe trône. Le roi Bouf-Bouf et son chef Vol-au-Vent allaient et venaient le long de la table avec un sourire béat. Pendant ce temps, le roi Glouton observait ses rivaux avec fureur depuis l'une des fenêtres de son palais. Il grinçait des dents de colère. Il lança un regard furibond à Pâte Feuilletée et à ses hommes qui alignaient leur pâté sur la seconde des tables. Les cuisiniers tremblaient si fort qu'ils avaient du mal à tenir leur plat. Coupe-Chou, le bourreau, aiguisait à tout hasard sa hache non loin de là. Soudain, des trompettes retentirent. Le roi Glouton descendit dans la cour, où il s'inclina devant Bouf-Bouf. Celui-ci lui rendit son salut en ricanant d'un air moqueur. Les souverains allèrent ensuite d'une table à l'autre en goûtant chaque pâté soigneusement. La foule attendait, silencieuse, tandis que Pâte Feuilletée et ses marmitons tremblaient de tous leurs membres, et que Coupe-Chou continuait d'affûter sa hache avec un affreux grincement. Puis, insidieusement, Bouf-Bouf sourit, et le visage du roi Glouton se crispa. Il n'y avait pas de doute, Vol-au-Vent avait réussi les pâtés en croûte les plus merveilleux. Le cœur de Pâte Feuilletée s'arrêta de battre, de même que celui de tous ses marmitons, sauf celui de Petit Four qui, bizarrement, n'était pas là. Ils jetèrent un regard craintif du côté de Coupe-Chou, qui tâtait d'un pouce menaçant la lame tranchante de sa hache. « Tu as gagné, Bouf-Bouf », admit le roi Glouton d'un air sinistre. « Mais j'ai quelque chose à te montrer avant ton départ. L'exécution de tous mes cuisiniers. »« Si tu y tiens, » accepta Bouf-Bouf sans enthousiasme. « À toi l'honneur, Pâte Feuilletée, » ordonna le roi. Pauvre maître Coq. L'infortuné s'agenouilla et ferma les yeux, tandis que Coupe-Chou levait sa hache. Mais, à ce moment, un son aigu, très étrange,
s'éleva de la table où les hommes de Glouton avaient disposé leur pâté. Cela ne venait point d'un chef-d'œuvre en forme de château, d'animal ou bien de navire, mais d'un petit pâté rond, très ordinaire, dans un petit plat blanc tout simple. « Attendez !» susurrait le petit pâté. « Vol-au-vent n'a pas encore gagné. C'est moi le pâté le plus étonnant, puisque je parle. » Et le petit pâté rond très ordinaire continua à discourir jusqu'à ce que le roi Glouton, retrouvant ses esprits, demande de son ton le plus solennel: « Dis-moi, mon cher Bouf-Bouf, ton chef est-il capable de confectionner un pâté qui parle ?» Le visage du vainqueur se fit moins jovial au-dessus de sa large panse. « Vol-au-vent, interrogea-t-il à son tour. « Peux-tu réussir un pâté parlant ?»« marmonna Vol-au-vent. « Nous ne pouvons... je ne sais si... »« Tu ne sais pas !» hurla Bouf-Bouf. « Eh bien, tu vas savoir !» Et il administra au maître-queux la gifle la plus violente qu'on eût jamais reçue au palais du roi Glouton. Vol-au-vent et ses hommes reprirent ensuite leur magnifique pâté et s'en retournèrent chez eux très mortifiés. De son côté, hautement satisfait, le roi Glouton permit à Pâte Feuilletée de lui baiser la main, un gage de faveur toute particulière. « Bien joué, Pâte Feuilletée, dit-il. Très bien joué. Maintenant, dis-moi donc lequel d'entre vous a eu l'idée de cet extraordinaire pâté parlant. »« Veuillez m'excuser, Majesté, murmura Pâte Feuilletée, la gorge serrée, mais je n'en sais rien. » Il passa alors en revue ses 11 marmitons. 11 et non 12, car très curieusement, Petit Four n'était toujours pas là. Mais tous secouèrent la tête et haussèrent les épaules. « Aucun d'entre eux n'a fabriqué ce pâté, Majesté, » avoua finalement le chef. « Alors, c'est un miracle !» s'écria le roi Glouton. « Asseyons-nous tous et régalons-nous de ce somptueux festin. Mais d'abord, mettons ce pâté parlant en lieu sûr. Qui sait si nous n'en aurons pas encore besoin. » Pâte Feuilletée porta le mystérieux pâté dans la cuisine et le déposa sur une étagère. Puis, toute la nuit, les marmitons et leur chef fêtèrent leur succès avec leur roi. Ils s'amusèrent même tant et si bien que personne ne remarqua l'arrivée tardive de Petit Four, qui grimpa sur son tabouret à l'autre bout de la table. Il avait plein de farine dans les cheveux et ses vêtements étaient tout gras, mais il paraissait très heureux. Et nul, pas même le roi ni Pâte Feuilletée, ne se douta qu'il sortait du petit pâté rond très ordinaire. On a volé le tonnerre. En ce temps lointain, les dieux des Scandinaves vivaient paisiblement dans le Valhalla, paradis des vaillants guerriers morts au combat. Un matin, Thor, le dieu de l'orage et du tonnerre, se réveilla plein de force et d'énergie. La matinée était fort belle. « Je vais frapper la montagne avec Mjolnir, mon marteau sacré qui fait le tonnerre, et le monde entier vibrera sous ses coups, » rugit le dieu. « Le bruit en résonnera jusque dans les fjords, brisant les icebergs de la mer du Nord. » Thor sauta à bas de son lit, mais il ne vit pas son marteau. Il regarda sous la couche, souleva les nuages qui traînaient un peu partout, mais en vain. Il ouvrit alors la porte et sa voix formidable retentit à travers tout le Valhalla. « Où est passé mon marteau ?»
Odin, dieu de la guerre et roi des dieux, arriva aussitôt et l'aida dans ses recherches. Mais ils durent bien se rendre à l'évidence. Quelqu'un avait volé le marteau de Thor. « Qui peut oser voler quelque chose dans le Valhalla ?» gronda Odin. « Seuls les géants oseraient le faire, » répondit Loki, le dieu de la ruse. Pendant qu'Odin tentait de calmer la colère de Thor, Loki emprunta le manteau volant de la reine Freya, la femme d'Odin. Puis, il s'envola vers le royaume des géants. Le premier qu'il y rencontra sur sa route fut Din, le plus grand et le plus sale d'entre eux. « Sais-tu où est le marteau de Thor ?» demanda Loki. Din commença par se gratter, tandis que de gros nuages de poussière grise s'élevaient autour de lui. Ensuite, il éternua, se frotta le nez sur son bras et grimaça un sourire. « Oh oui, je sais où est le marteau de Thor, » ricana-t-il enfin. « Il est enfoui à 5 pieds sous terre. C'est moi qui l'y ai mis et je ne le rendrai pas tant que la reine Freya ne sera pas devenue ma femme. » Et, éclatant de rire, il ajouta « Dis-lui qu'elle doit venir à moi avec son manteau volant et son collier d'or !» Loki se força à prendre congé calmement. Il retourna dans le Valhalla et transmit le message à Odin. Din a volé le marteau de Thor et ne le rendra que si Freya devient sa femme. La colère d'Odin fut terrible. Ses yeux devinrent bleus comme la mer insondable, puis blancs comme les nuages d'été, et enfin rouges comme le feu. « Il voudrait me voler ma femme ?» hurlait-il. « Calme-toi !» lui dit Loki d'une voix douce. « J'ai une très bonne idée. » Le lendemain, 2 silhouettes toutes brillantes descendirent du Valhalla et s'avancèrent à travers un sombre paysage jusqu'à la demeure de Din. Loki amenait une femme avec lui. Celle-ci était drapée dans le manteau magique et arborait les splendides bijoux de Freya, la reine des dieux. Din leur offrit à tous les deux un très somptueux banquet. Les tables croulaient sous le poids des victuailles et des barriques d'alcool. Tous les géants étaient là, sales et hirsutes comme toujours. Din observait sa nouvelle épouse avec ravissement. Celle-ci dévora d'abord une côte de bœuf, puis un jarret de porc et un cygne rôti. Et elle but tellement d'alcool que Din dut faire apporter de nouveaux tonneaux. « Elle possède un solide appétit, cette Freya !» remarqua le géant. « Comment fait-elle donc pour engloutir autant ?» « C'est bien simple, » répondit Loki d'un ton aimable. « Elle n'a rien mangé depuis ce matin, tant elle était émue à la pensée de devenir ta femme. » Din rougit jusqu'aux oreilles. « Ah bon? Elle m'aime tant que ça ?» « À mon avis, susurra Loki, elle t'aime en secret depuis des années. » À ces mots, le géant bondit sur ses pieds. « Elle mérite un baiser. Viens ici, ma petite souris en sucre !» La jeune femme leva sur le géant des yeux aussi bleus que la mer, qui devinrent ensuite blancs comme les nuages, puis rouges comme le feu. Un peu effrayé, Din recula. « Pourquoi me regarde-t-elle ainsi ?» chuchota-t-il à l'oreille de Loki. « Allons, tu devrais t'en douter, » lui répliqua Loki. « Elle n'arrive pas à croire que tu es près d'elle. »« C'est parfait !» fit le géant, rassuré et très fier. À la fin du banquet, Loki se tourna soudain vers son hôte et, à voix haute, il l'interpella avec un sourire suave. « Je ne voudrais pas parler de choses sérieuses à table, mais en échange de la reine Freya, tu as promis de me rendre le marteau de Thor. »« Bien sûr, mon bon ami.
s'écria Din en assénant à Loki une grande claque dans le dos. Tu me donnes la femme, je te donne le marteau. Serviteur, apportez-moi le marteau de Thor. Aussitôt, la porte s'ouvrit et 3 des géants entrèrent en titubant sous le poids de l'énorme marteau de pierre grise que Din déposa devant Loki. « Ah, j'aimerais qu'Odin soit là !» ricana le géant, « pour admirer la tête qu'il ferait en voyant sa Freya assise sur mes genoux. »« Ton souhait est exaucé !» rugit la prétendue Freya en ôtant son déguisement. C'était Odin. Celui-ci saisit le marteau, le souleva et l'abattit 3 fois sur la tête de Din. Ensuite, il fit le tour de la vaste salle en assommant tous les géants sur son passage. Au bout d'un moment, ils gisaient en masse sur le sol, tandis que leurs chiens dévoraient le reste du repas. Odin et Loki rentrèrent au Valhalla, où Thor et la reine Freya les attendaient avec impatience. « Grâce au ciel, tout s'est bien passé », s'écria la reine des dieux. « Je ne sais pas pourquoi tu portes une robe, mon chéri, mais je suis heureuse de voir que tu as pu rapporter le marteau de Thor, car il est vraiment intraitable depuis qu'on le lui a volé. » Odin remit Mjolnir à son propriétaire avec des paroles d'apaisement. Mais Thor avait déjà retrouvé sa belle humeur et il poussait des rugissements de joie en sautant par-dessus les nuages. Ce jour-là, le dieu Thor frappa pendant des heures le sommet des montagnes avec son marteau et le monde entier trembla et résonna sous ses coups de tonnerre. Ceux-ci retentirent sur toutes les côtes de Norvège, courbant les arbres sous leur terrible fracas. Les oiseaux s'enfuirent, tout épouvantés, et les icebergs de la mer du Nord éclatèrent en 1000 fragments étincelants. Le dieu Thor, de toute évidence, avait retrouvé son marteau. Le prince heureux. Tout en haut de la ville, au sommet d'une grande colonne de pierre, se dressait majestueuse la statue du prince heureux. Son corps était couvert d'or fin, ses yeux étaient faits de saphir et un rubis scintillait sur le pommeau de son épée. « Comme notre prince a donc l'air heureux !» s'exclamaient les habitants de la cité. « C'est bien dommage que nous ne puissions tous être aussi heureux que lui. » Comme l'hiver approchait, une petite hirondelle en partance pour le sud survola la ville. Elle rejoignait ses sœurs qui, plus prudentes, étaient déjà parties depuis quelques jours. Soudain, l'oiseau aperçut le prince. « Quelle superbe statue !» pensa-t-il. « Voici l'endroit rêvé pour me reposer un peu. Entre ses pieds, je serai bien abrité du vent. » Cependant, à peine était-il installé qu'une grosse goutte d'eau vint s'écraser sur sa tête. De la pluie ? Par une aussi belle nuit, s'étonna-t-il. Une deuxième goutte tomba, puis une autre. L'hirondelle secoua ses plumes. À quoi sert une statue si elle n'est même pas capable de protéger de la pluie ? Ronchonna-t-elle en jetant un regard courroucé au prince. Mais quelle ne fut pas sa stupeur en découvrant la statue en pleurs. Ce n'était pas la pluie qui tombait, mais de chaudes larmes qui glissaient sur ses joues dorées. « Qui es-tu donc ?» lui demanda l'hirondelle. « Je suis le prince heureux, » répondit en soupirant la statue. « Eh bien alors, pourquoi pleures-tu ?» fit l'hirondelle. « C'est à cause de ce que je vois, » reprit le prince. « Lorsque j'étais un vivant, je ne savais pas ce qu'étaient les larmes. Je ne connaissais que la richesse et le bonheur. Mes courtisans m'aimaient tant que, à ma mort, ils firent de moi cette statue au cœur de plomb et m'installèrent sur ce piédestal. Hélas, d'ici je découvre toute la misère de cette cité et bien des horreurs que j'ignorais. Alors, malgré mon cœur de plomb, je pleure. » Et de nouvelles larmes coulèrent sur son visage. Puis il reprit. « Dans une petite rue des bas quartiers de la ville,
Une pitoyable femme au visage maigre et las passe toutes ses journées à coudre à sa fenêtre. Cette femme a un petit garçon, étendu sur un lit, dans un coin de la pièce. Il a la fièvre et il pleure, car il voudrait des oranges. Et sa mère est si pauvre qu'elle ne peut lui en offrir. Toi seule, ma chère hirondelle, peux me permettre de les aider. S'il te plaît, prends donc le rubis de mon épée et va le donner à cette femme. Mais je suis en route pour l'Égypte, répliqua l'hirondelle. Il me faut partir tout de suite, car l'hiver arrive et mes sœurs sont déjà loin. Accorde-moi juste une nuit, la supplia le prince. Cet enfant est très malade et sa mère est si triste. Je veux les aider. Émue, l'hirondelle enleva le rubis de l'épée du prince et fila par-dessus les toits vers la petite chambre. Là, elle trouva la pauvre femme profondément endormie. Elle était si fatiguée qu'elle s'était assoupie sur son ouvrage. Tout attendri, l'oiseau la contempla durant un moment, puis, sans faire de bruit, déposa le rubis près de sa main. Dans son lit, le petit garçon toussait et tremblait, brûlant de fièvre. L'hirondelle alors se dirigea vers lui et de la pointe de ses ailes l'éventa délicatement jusqu'à ce qu'il se calme. Puis, elle retourna vers le prince et s'endormit paisiblement, toute joyeuse de sa bonne action. Le lendemain, en volant au-dessus de la ville, l'hirondelle aperçut la maison de la pauvre femme. À la fenêtre se tenait le petit garçon tout frais et rose, avec à côté de lui un panier plein de belles oranges. « Oh, regarde, maman !» s'écria le bambin. « Une hirondelle! Pourtant, nous sommes presque en hiver !» À la tombée de la nuit, l'hirondelle revint auprès du prince pour lui faire ses adieux. « Pourrais-tu rester encore une nuit, chère petite hirondelle ?» lui demanda ce dernier. « Non, » déclara l'oiseau, « car mes amis m'attendent au soleil, tandis que ici c'est presque l'hiver. Cette fois, je dois partir. »« Écoute, » reprit le prince, « dans une vieille maison, penché sur sa table, un jeune auteur essaie d'écrire. Mais ses doigts sont gelés, ils ne peuvent serrer la plume. Ce jeune homme n'a plus de feu, et il est trop pauvre pour acheter du bois. Sois bonne encore une fois. Arrache un de mes yeux de saphir et porte-le lui. »« Oh, prince, gémit l'hirondelle, je ne puis commettre un tel crime. »« Hirondelle, ma petite hirondelle, supplia le prince, fais ce que je te dis. » Alors, l'oiseau lui arracha un de ses yeux et s'envola vers la mansarde du jeune écrivain. Celui-ci était assis à sa table, la tête dans les mains. Tout à ses sombres pensées, il ne vit pas l'hirondelle placer le saphir sur la page blanche avant de repartir comme elle était venue par une fente du toit. Quelques instants plus tard, en levant la tête, le jeune homme remarqua la pierre précieuse. « Ça alors !» s'écria-t-il. « Un saphir ! Je dois avoir un admirateur inconnu. Je vais pouvoir m'acheter du bois pour m'échauffer et enfin achever mon roman. » Le lendemain, l'hirondelle s'en fut au port admirer les voiliers prêts à lever l'ancre. Ce spectacle la fit penser à son propre voyage, et au lever de la lune, elle rejoignit le prince heureux pour lui faire ses adieux. « Hirondelle, ma petite hirondelle, » lui murmura la statue, « reste encore une nuit. » « Mais l'hiver sera bientôt là, la neige est proche, » protesta l'hirondelle. « Je dois partir pour l'Égypte. » Sans l'écouter, le prince reprit avec anxiété. « En bas, là, sur la place, il y a une petite marchande d'allumettes. Elle n'a rien vendu depuis ce matin. Et si elle retourne chez elle bredouille, son père la battra. Elle n'a ni chaussures, ni bas, pas même un bonnet sur la tête. Arrache mon autre œil de saphir et donne-le-lui, je t'en prie. » « Soit, je resterai encore une nuit, promit l'hirondelle. Mais je ne puis prendre ton second œil. »« Hirondelle, petite hirondelle, fais ce que je te dis, » insista le prince.
Alors, l'oiseau saisit la jolie pierre chatoyante et il alla la déposer dans la paume de la marchande, dont la joie lui réchauffa le cœur. Puis, il rejoignit son prince et lui déclara « Tu es aveugle maintenant, aussi vais-je rester avec toi ?» « Non, petite hirondelle, refusa le prince. L'hiver est proche, il est temps pour toi de partir. »« Peu importe, je ne te quitterai pas, répéta l'hirondelle. Les jours suivants, perché sur l'épaule de son ami, l'oiseau fit le récit de ses lointains voyages. Le prince écoutait en silence, puis il murmurait « Vole au-dessus de ma ville, ma petite hirondelle, et raconte-moi ce que tu vois. » Alors l'oiseau voltait au-dessus de la cité. Il découvrait les gens riches, mangeant et riant dans leurs belles maisons. Ensuite, il gagnait les ruelles obscures où, dans des taudis glacés, vivaient les miséreux aux estomacs creux. Un matin, la statue dit « Comme tu le vois, je suis recouvert d'or fin. Arrache cet or, feuille par feuille, et va vite le donner aux pauvres. » Ce jour-là, tous les tristes quartiers de la ville furent en liesse. Et les semaines passèrent. La neige s'était mise à tomber, molle et lourde. L'hirondelle battait des ailes pour essayer de se réchauffer. « Vas-tu enfin t'en aller vers le sud, ma petite hirondelle ?» lui répétait le prince. « Tu es restée bien trop longtemps ici. Allons, avant de t'envoler, embrasse-moi. Tu sais, je t'aime vraiment beaucoup. »« Il est trop tard, » lui répondit un soir l'hirondelle. « Je sens bien que je vais mourir. » Elle déposa un baiser sur les lèvres du prince et tomba à terre, tel un petit paquet froissé. Elle était morte. Et au même moment, on entendit un craquement. C'était le cœur de plomb du prince qui se brisait. Au matin, le maire de la ville et ses conseillers s'arrêtèrent, stupéfaits devant la statue toute grise de leur prince. « Oh mon Dieu !» s'écria le maire. « Regardez notre prince heureux! Le rubis de son épée, ses yeux de saphir, l'or de son corps. Il n'en reste plus rien. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? On dira un mendiant. Et que fait cet oiseau mort à ses pieds? Jetez-le immédiatement aux ordures. » Après avoir fait descendre le corps du prince, les conseillers décidèrent de le fondre pour en fabriquer une autre statue, celle du maire. Cependant, son cœur de plomb se refusa à disparaître dans les flammes. Le forgeron le jeta alors dans une poubelle, près du cadavre de l'oiseau. À cet instant, un bel ange passa au-dessus de la ville et prit délicatement dans ses mains le cœur de plomb du prince et le petit corps de l'oiseau. C'était Dieu qui l'avait envoyé pour réunir à tout jamais dans son paradis la courageuse petite hirondelle et son très généreux ami, le prince heureux. Et de là-haut, tous deux purent voir le bonheur de ceux qu'ils avaient aidés.